Bonjour à tous et bienvenue sur votre rendez-vous de l'Agora des Chief Data Officers. Je vous souhaite la bienvenue. J'en ai vu beaucoup d'entre vous en salle d'attente, donc je vous salue. On va avoir 5 minutes pour vous donner le programme d'actualité. Je vais donner peut-être 30 secondes à chaque partenaire pour donner ses actualités, les grandes tendances du moment. On passera dans les rooms virtuels de 11h35 jusqu'à 12h05. Donc là, vous serez en petit comité de 4, 5, 6 personnes pour échanger comme vous avez l'habitude de le faire sur les tables en physique. Et là, je missionne le comité de pilotage et les représentants des partenaires pour donner systématiquement l'impulsion du tour de table, que chacun puisse se présenter 30 secondes. Et après, on vous laisse échanger, bien sûr, de manière informelle. On passera à l'interview avec Philippe Toublanc, CDO de Colas, sur le thème de la data dans le cloud. Et on aura également avec nous Jean-David Benassouli, partenaire chez PwC, et Mathieu Brett de Microsoft, donc Data et IA, Product Marketing Manager. Et donc, on sera sur le sujet de la data dans le cloud. Cette interview durera 30 minutes et vous pourrez poser vos questions en direct à 12h35 pour sur un créneau de 10 minutes. Je vais donner la parole peut-être à Mathieu sur les différentes actualités que vous avez en ce moment chez Microsoft. Et puis ensuite, je passerai la parole à Charles de Dataiku. Oui, alors peut-être rapidement, quelques actualités côté Microsoft. On a annoncé récemment la sortie d'un produit pour compléter notre produit d'analytics qui s'appelle Azure Synapse. Donc c'est un produit Azure Synapse Passway qui a pour vocation à aider à accélérer la migration de Data Warehouse Legacy vers le cloud, avec notamment des conversions de 100 000 lignes de code SQL en 1 minute, donc c'est assez performant. Et deuxième point d'actualité, sur notre produit de gouvernance Azure Purview, on a annoncé également la prise en compte d'autres, on élargit, on fait grossir l'écosystème de données qu'on peut recueillir, notamment autour des bases de données Oracle, l'écosystème Amazon. Donc voilà, la suite de produits Azure s'enrichit. Je vais donner la parole également à Charles Beneteau de Dataiku, nouveau partenaire de l'Agora des Chief Data Officers. Bonjour Charles. Bonjour, merci Julien. Peut-être pour rester dans la même tendance et raccrocher à Microsoft, côté Dataiku, l'actualité intéressante, c'est peut-être le fait pour les clients Microsoft et l'écosystème de pouvoir bénéficier de Dataiku de manière totalement intégrée technologiquement, ça c'est une évidence, mais aussi en termes d'adoption et de contractualisation, un client Azure peut en fait disposer de Dataiku comme n'importe quel produit d'ailleurs dans l'écosystème Microsoft. On a un partenariat assez fort, je le mentionne, ça permet de faire le lien. Donc ça et le Gartner aussi, je pense pour les uns et les autres, assez intéressant sur le Magic Quadrant des plateformes data science qui a été release il y a quelques jours et où Dataiku figure parmi les leaders, je pense. N'hésitez pas à me questionner sur le sujet. Merci Charles pour cette actualité. Jean-David Benassouli de PwC. Alors pour faire le lien à ce que vous venez de dire. C'est parfait, si on a un fil rouge de bout en bout, c'est bien. Donc, petite actualité interne, mais qui nous concerne. Nous, en ce moment, on est en train de déployer à l'échelle notre plateforme data pour l'ensemble des utilisateurs PwC, donc 250 000 dans le monde, notamment pour le core audit, basé sur Microsoft Azure. Et puis, petite actualité qui est plutôt liée avec ma casquette de coprésident de la commission data du Syntec Conseil. Je sais que certains d'entre vous, et je vous en remercie, avaient répondu à l'enquête sur les parcours de carrière data, et donc on est en train de dépouiller et on en parlera d'ici l'été. Voilà. Donc merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu. On va aborder ce sujet qui est d'actualité pour beaucoup d'entre vous, qui est la data dans le cloud, avec votre retour d'expérience. D'abord, Colas, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots le groupe Colas, c'est une filiale du groupe Bouygues spécialisée dans les activités de route et de rail, qui représente 13 milliards, pour faire simple, de chiffre d'affaires mondial, avec 80% de l'activité qui est sur la route, 18% qui est dans la fourniture de 10% qui est dans la fourniture de matériaux, et le reste qui est sur le rail, mais avec une forte volonté d'améliorer cette proportion pour le rail. D'accord. Alors, on va revenir sur le projet justement et ce move to cloud que vous avez fait avec Microsoft et PwC. Jean-David, quelles sont les 10 tendances
que vous avez vues, pas les 10 tendances, pardon, sur les 10 dernières années, quelles sont les tendances que vous avez vues apparaître sur ce sujet du cloud, dont on parle finalement beaucoup depuis des années, mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement chez vos clients? Nous, ce qu'on voit, si on fait une petite marche arrière, aujourd'hui, plutôt au milieu des années 2010, quand on est dans les années 2013, 14, 15, on a déjà, pour ceux qui ont eu la chance d'aller au salon Dreamforce avec donc un Salesforce qui est quand même en pleine croissance, 80 000 personnes, et beaucoup de données clients déjà qui partent dans le cloud. Et moi, je me rappelle à cette époque-là, donc c'est la croissance d'Hadoop. À ce moment-là, on a des clusters Hadoop, on commence à parler de ces choses-là qu'on instancie on-premise, et évidemment des appliances de beaucoup de constructeurs on-premise. Et à ce moment-là, moi, je me rappelle avoir eu les premières réflexions en disant, mais finalement, à partir du moment où on a ces bases de données clients dans le cloud, on a quand même besoin d'interagir. Au milieu des années 2010, c'est pas un sujet, c'est un sujet qui n'existe pas. La data dans le cloud, d'un point de vue regroupement de données pour faire de la connaissance ou de l'advanced analytics, qui se retrouvent dans le c'est de l'on-premise systématiquement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça s'est accéléré entre 2016 à 2020 quand même. Alors entre-temps, tous les clients ont implémenté de plus en plus de solutions SaaS avec du Workday, avec du Office 365 pour toute la partie bureautique. Et donc finalement, le cloud est rentré sur l'ensemble des applicatifs clients, même SAP aussi sur cette partie. Et puis toutes les applications e-commerce aussi qui sont arrivées et qui ont créé des sujets digitaux. Et là, il y a eu une vraie accélération donc, vers 2018, 2019, 2020, qui est beaucoup commencé dans l'industrie et les services, de manière large. Alors d'abord les sujets data marketing, et puis ensuite plus globalement dans l'industrie et les services. D'ailleurs, il y a beaucoup de clients aujourd'hui dans l'industrie et le service. Il faut justifier d'abord pourquoi on doit être on-premise, donc par défaut on est data dans le cloud. Et là on voit quand même depuis une petite année, timidement alors plus ou moins, les services financiers d'y aller de manière forte, et pour certains d'y aller très fort sur une partie des grippes, notamment dans le secteur de l'assurance et des mutuelles, mais pas que, alors qu'il y a des données de santé. C'est la question que j'allais vous poser, justement, la pandémie a accéléré fortement ce mouvement sur d'autres métiers peut-être que le CDO ou le DSI, puisque tout d'un coup on a eu besoin de reporting pour prendre des décisions. Globalement, ça a accéléré un certain nombre de projets et ça a lancé des projets. D'autant plus que ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des projets d'innovation qu'il a fallu accélérer, des projets d'IoT, des projets d'architecture ouverte, on parlait des API. Ouais. Et on a vu ce mouvement-là ne fait que continuer vers l'ouverture. Et puis peut-être dernière chose pour finir un peu plus sur les Chief Data Officers, beaucoup finalement sont arrivés en disant mais moi mon métier en fonction du positionnement, j'ai toute une partie du décisionnel, du pilotage, de la performance financière et opérationnelle avec un décisionnel existant, très souvent legacy. Et puis 2, je dois servir tous mes nouveaux cas d'usage d'Advanced Analytics, d'IA et de Machine Learning. Et en fait, là-dessus, il y a le vrai premier cas d'usage qu'on voit, c'est finalement regrouper des mêmes données, que ce soit client, qu'elles soient de la supply chain et autres, au service de différents cas d'usage, que ce soit du pilotage ou de l'advanced analytics dans le cloud. Et ça, on voit vraiment finalement aujourd'hui tous ces cas-là qui sont de dire autant les regrouper plutôt que de répliquer, plutôt que d'accéder. Et c'est un peu ça qui permettent aujourd'hui d'accélérer très fortement la mise en place de Data Hub dans le cloud et puis de créer des efficiences et des synergies par rapport à des projets qui étaient on-premise. Mathieu, quelle évolution sur les produits vous avez constaté ces dernières années et aujourd'hui, quelle est la stratégie de Microsoft sur le cloud? Alors, en termes de produits, pour rebondir sur ce qu'a dit Jean-David en termes de Move to Cloud, ce qu'on a vu, effectivement, il y a eu un démarrage avec des e-commerçants qui, de par leur activité, avec des données assez data marketing, naturellement se sont penchés vers des solutions de cloud platform. Et ce qu'on a vu, c'est que petit à petit, la charge a cru de façon exponentielle. Mais maintenant, ce n'est pas que l'affaire des e-commerçants. On voit dans nos clients qui font des move to cloud, on a vraiment tous les secteurs, toutes les industries qui sont concernées. On a aussi le secteur public qui s'y met. Et ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate depuis les dernières années, c'est qu'il y a une vraie accélération. Et alors certes, il y avait certains freins, notamment en ce qui concerne le privacy by design ou oui, les données sensibles, est-ce que je peux les mettre sur le cloud? Néanmoins, on a fait évoluer nos produits pour justement, au-delà de la réassurance et puis
l'image de trust qu'on véhicule côté Microsoft. L'idée, c'est vraiment d'avoir dans nos produits un traitement des données sensibles de façon exemplaire, et notamment, je fais référence à nos produits Analytics, notamment Azure Synapse, où on va masquer par défaut, donc anonymiser des données ou les pseudo-anonymiser quand il s'agit de données sensibles, en détectant qu'il s'agit potentiellement de données PII sensibles. Et ce qui fait que voilà, on a vraiment un comportement irréprochable qui va peut-être qui donne confiance finalement qui va donner aux entreprises. confiance, et finalement on va permettre de s'affranchir de certains écueils qu'on va trouver sur les solutions legacy on-premise. Et je dirais que ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a différents rythmes d'accélération. Donc il y a des entreprises plutôt digitales qui ont des besoins vraiment de passer à l'échelle très rapidement, notamment quand il y a un Black Friday, tout d'un coup j'ai un pic énorme de requêtes sur mes sites et il faut pouvoir tenir le trafic, absorber la charge. Et on a aussi d'autres entreprises qui ont besoin de rationaliser leur SI legacy qui est assez ancien, essayer de réunir ces données et notamment d'avoir une solution efficace qui permet de réunir le meilleur de solutions anciennes data warehouse, de solutions, on a eu l'ère du big data, et tout ça finalement vous allez le trouver dans le cloud. Mettre tout à un seul... Ce qu'on fournit, c'est vraiment des enablers pour réussir sa transformation data. Alors justement, Philippe, vous allez nous en dire plus sur ce projet que vous avez mené. D'abord, quand est-ce qu'a commencé le projet ? Globalement, il a commencé début 2019, on va dire sur la partie architecture et données. Donc on a mis à peu près 2 ans là de moyens et de temps pour arriver à cette plateforme One Colas Data, qui est une plateforme mondiale basée que sur du cloud et qui nous réunit, où on centralise un peu tous les business qui étaient un peu disséminés dans 45 pays où Colas a une activité. Ça, c'est les raisons pour lesquelles vous êtes allé sur le cloud, c'est finalement de tout uniformiser, d'homogénéiser et donc d'aller sur le cloud. Mais on parlait avec Jean-David de la maturité aussi. Est-ce que ça demande une certaine maturité? Comment votre entreprise a accueilli ce projet-là, à la fois côté équipe et puis à la fois côté aussi COMEX? Est-ce qu'il y avait une crainte au prime abord avant d'aller sur le cloud? Non. Alors, je ne l'ai pas du tout ressenti. Il y avait une vraie volonté de notre secrétaire général qui avait envie d'aligner l'ensemble des services du groupe, donc les différents business et aussi les plaques géographiques, et qui bataillait parce qu'il avait, on va dire, pour faire simple, 5 gros ERP dans le groupe Colas, et donc ne pouvait pas avoir facilement une vision globale. Nous, on était persuadés que le cloud allait nous apporter de la sécurité, de la transversalité et de l'innovation. Parce que clairement, maintenant, l'innovation et les algos, les technos, les plus up-to-date time to market, elles sont dans le cloud. C'est là qu'on les top, et si on veut rester au niveau, on ne peut pas être ailleurs. Le temps d'initialisation d'un projet on-prem, il est beaucoup trop long par rapport à l'attente que vont avoir. Oui, on va revenir sur la rapidité justement de pouvoir aller dans le cloud. Jean-David, une fois qu'on a pris la décision d'aller dans le cloud, comment on s'organise, comment on déploie, comment on organise ses équipes pour déployer cette stratégie? Alors ça, c'est intéressant parce qu'on parlait tout à l'heure dans la salle des sujets de gouvernance qu'on doit adapter avec Angélique quand on part dans le cloud, puisque les projets sont gérés différemment. En fait, on voit, tu parlais de mise en place de 5 ERP dans le cloud, on voit en fait, quand on crée ces data hubs dans le cloud, les sujets de gouvernance arriver. Donc là, on parlait de responsabilité et de rôle responsabilité sur les données. Les sujets de référentiel qu'on ne voyait plus peut-être apparaître, parce qu'à partir du moment où on se dit tiens, on va pouvoir démarrer finalement très rapidement de regrouper des données silotées, que ce soit pour avoir des vues finances ou des vues opérationnelles ou des vues de vente, des sujets de référentiel arrivés qui sont en lien avec la gouvernance. Et puis très souvent, alors c'est peut-être pas le cas pour les native players ou les digital players, mais très souvent ces projets s'accompagnent aujourd'hui de la mise en place d'agilité ou d'agilité entre guillemets à l'échelle. Et ça, l'agilité, ça veut dire aussi d'être formé, d'avoir certifié une partie de l'organisation et de former, et de vulgariser, et de démocratiser
Parce qu'il y a tout un accompagnement qui va avec en fait voilà. en interne. Donc c'est pas systématique, mais très souvent sur ces projets qui démarrent maintenant, en tout cas quand nous on a démarré le nôtre chez PwC à l'échelle mondiale, on a acculturé nos 270 000 collaborateurs sur 2 jours, hein, donc on ne parle pas de formation sur 5 semaines, avec une partie d'agilité, une partie data, et en revanche après on a certifié de manière agile ce qu'on appelait des digital accélérateurs, donc on en a 150 en France sur 6 000 collaborateurs, où eux ont été formés pratiquement 4 semaines. Donc d'accompagnement quand même de ces projets, et donc nous on les voit passer aussi souvent aujourd'hui comme des projets d'accompagnement, d'agilité. Et puis enfin le dernier point, peut-être tu pourras en dire un mot, c'est qu'on voit ces projets dans le cloud, ils cassent un peu ce qu'on a sur ces sujets de build et de run. Donc il y a un peu un regroupement de la partie build et run. Donc certes, même si on a des instances différentes, on gère quand même différemment. Et je parlais tout à l'heure de l'enquête des métiers. Les métiers quelques MLOps Engineers ou des Ops Engineers, de plus en plus, qui sont capables d'industrialiser, de revoir des modèles et d'enrichir, parce que cette notion de build et run, finalement, s'efface un peu quand on est dans le cloud. Mathieu, en tant qu'éditeur, quelle réponse... D'abord, vous jouez un rôle sur l'accompagnement dans l'entreprise, ça j'aimerais que vous puissiez en dire un mot, et puis quelle réponse vous apportez aussi sur le sujet de la gouvernance, qui aujourd'hui est primordial pour les managers qui nous écoutent. Alors, en ce qui concerne l'accompagnement sur l'acculturation de la data et le fait de se former, on a différents niveaux de formation et on va adresser un peu tout le spectre des métiers autour de la data. On va adresser les data engineers. Donc, si vous prenez ne serait-ce qu'une migration de bases de données, que ce soit des métiers d'administrateurs de bases de données ou des équipes IT, ça mène des remises en question. Des fois, on voit même quand on est dans des discussions de move to cloud, on a des clients qui sont vraiment prêts à y aller, mais il y a certains freins ou certaines réticences des équipes IT qui vont opérer cette migration parce qu'ils se posent des questions sur concrètement, qu'est-ce que je vais faire demain, quel va être mon job. Donc l'idée, c'est aussi de les amener via des programmes d'accompagnement, de certification, à se former sur les technos cloud et à aussi voir qu'ils vont aussi pouvoir se concentrer sur des tâches plus à valeur à l'avenir et moins être dans l'administration je dirais de base, classique de base de données. Après, on va adresser aussi les métiers des data analysts, des data scientists. Et pour revenir à ta question sur la gouvernance des données, on voit que c'est vraiment un sujet. Alors, on a discuté avec un panel de Chief Data Officer et aussi, parce que Microsoft a aussi effectué cette propre transformation cloud. Oui, finalement, vous depuis êtes quelques notre années. premier client. On a construit des produits pour nous qui après on a industrialisé pour nos clients. Et on voit que c'est vraiment un sujet qui revient sans cesse avec des questions côté métier, c'est-à-dire moi comment est-ce que je peux avoir une vue un petit peu hélicoptère pour avoir des analytics, des insights activables et après piloter mon business. Et pour des équipes un peu IT qui des fois sont un peu perdues dans la complexité des données, qui ont 10 000 sources legacy à merger ensemble, à réconcilier, comment je peux arriver à m'en sortir et avoir un schéma directeur, une feuille de route pour garder tracer le contrôle. Donc on a sorti récemment, pour répondre à ces besoins, un produit qui s'appelle Azure Purview qui répond à ces problématiques de gouvernance et qui permet d'adresser différents niveaux. Donc d'une part les métiers pour avoir cette vision plus high level et d'autre part des équipes un peu plus opérationnelles pour travailler sur le linéage de la data et après permettre, alors via notre écosystème de partenaires, de travailler sur via nos produits, de travailler sur des algorithmes de machine learning. Donc, comme vous le savez, donc, les data scientists ils passent un temps fou à nettoyer les données. Donc l'idée, c'est aussi avec les solutions cloud d'aider un petit peu à industrialiser toute cette chaîne et à monter en valeur avec vraiment d'une approche data to value. Pourquoi ? Parce que je travaille sur les fondations, je maîtrise mes données, je comprends mieux quels sont les workflows et après, du coup, je travaille sur les tâches à valeur. Et alors justement, Philippe, vous êtes peut-être le mieux placé pour illustrer les propos de Mathieu. Comment Microsoft vous a accompagné sur cette stratégie? Alors, pour reprendre les points, l'impact formation est essentiel et donc on l'a effectivement travaillé avec Microsoft pour former nos collaborateurs aux techno Microsoft et comme le disait Jean-David, aussi aux techno agile, enfin à la méthodologie agile et donc ça on l'a fait de façon massive pour l'ensemble des collaborateurs de l'équipe et après on a pu prendre en main la base, c'est-à-dire de récupérer des référentiels propres
Et donc là, on a utilisé tous les outils de Microsoft comme la Data Factory pour aller capter les données et les nettoyer, parce que on ne peut pas faire de modèle ou d'intelligence artificielle sur des données qui sont pourries. On ne peut même pas faire d'analyse. Et donc ça a été vraiment la première phase. On travaillait énormément sur les référentiels. J'ai un collaborateur de mon équipe qui a travaillé 1 an sur aligner les référentiels pour l'ensemble du monde Colas, parce qu'on avait des ERP différents et qu'on a réinstauré un modèle centralisé de nos structures, par exemple. Et le nettoyage de la donnée est effectivement un point essentiel. Et après, on a utilisé aussi chez Microsoft toutes les techniques dont parlait Jean-David, de DevOps, de CI/CD, c'est-à-dire que on écrit du code des programmes qui sont validés par un responsable et qui sont compilés, pour faire simple, et qui partent en production quasiment de façon industrielle et sans qu'il y ait une MEP. Et moi, je n'ai pas une équipe qui est en charge du dev et une équipe qui est en charge du run. J'ai une équipe qui produit. Et vous avez internalisé des compétences également, c'est ce que vous nous avez dit quand on a préparé cet entretien. Alors, pour lancer l'équipe, je me suis appuyé sur des partenaires qui m'avaient permis de réaliser un peu cette même activité quand j'étais dans les médias. Et là, on est reparti. On a pris les gens qui étaient hyper motivés parce que quand on a 20 ans d'informatique, on va dire on-prem, il faut avoir le courage de se remettre en question. Et j'ai eu la chance, moi, d'avoir plein de gens qui ont levé la main dans l'équipe. Et donc, on les a mis dans cette équipe. On les a accompagnés avec des prestataires qui étaient plutôt en avance sur le sujet. Et on a mis des alternants pour pouvoir, après, faire grandir l'équipe. Très bien. Comment, si vous deviez citer des bénéfices de votre passage au cloud, quels sont finalement les KPI que vous avez mis en place pour calculer ces bénéfices ? Tous les jours, j'ai ma plateforme qui tourne et j'ai pas d'incident. J'ai une toute petite équipe par rapport à ce que j'aurais sur le on-prem. Et c'est déjà un bon bénéfice. Ouais. J'ai une scalabilité qui est énorme. C'est plus facile à gérer en fait au quotidien. Ouais. On est parti. On avait à peu près 10 mégas de données qui arrivaient. Puis après c'était 10 gigas et maintenant c'est quasiment 300 gigas qui déboulent tous les jours dans notre plateforme. Donc on utilise les capacités que vient de décrire Mathieu, d'allumer des serveurs la nuit pour traiter les données et puis de les redescendre en niveau 1 pour quand on est juste en consultation. Mais j'ai plus d'incidents et on avait tout un système BI qui était on-prem, qu'on a basculé sur du cloud en 1 an, donc on va dire 17-18 infocentres, et qui maintenant, on a diminué par 3 le nombre d'incidents qu'on avait sur cette plateforme-là. Comment vous gérez justement ce volume de données ? Alors, je vais dire bien. Non, mais le problème, c'est qu'on... Vous le disiez, c'est tentaculaire, la masse que vous avez à gérer. Ouais, comment vous gérez ça ? Le CICD nous permet globalement, j'ai une petite équipe qui gère cette plateforme. Si je compte juste ceux qui gèrent la donnée, allez, ça va être 7 personnes. Et on a le volume maintenant on est à plus de 60 Tera de données. Donc c'est le fait d'être... Vous externalisez la gestion côté Microsoft. Très automatisé, et j'ai personne qui gère on est plutôt en PaaS et parfois en SaaS, mais on a plus de IaaS, donc j'ai plus de serveurs à gérer, j'ai pas tout ça à faire, quoi. La sécurité, c'est un problème, ça aurait pu être un projet en lui-même. On va y revenir, c'est un point très important. Ouais. Mathieu, quelles sont les briques pour mieux comprendre donc Philippe nous donne son retour, on voit tous les bénéfices. Quelles sont concrètement les briques utilisées par Philippe côté Microsoft ? Combien de temps ? Rapidement, il nous reste 9 minutes. Après, alors Philippe a évoqué Azure Data Factory, mais il va y avoir des briques d'ETL pour extraire la donnée, l'ingérer, la transformer et la charger sur l'écosystème cloud. Après, il va y avoir des briques de traitement de la data pour après la stocker, et d'autres pour
pour ensuite avoir des algorithmes de machine learning qui vont tourner dessus. Et puis, donc on a 2 produits qui s'appellent Azure Machine Learning. On a aussi donc on a des partenariats avec Databricks. On a aussi DataIQ, on a parlé de notre partenaire. Vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont vous utilisez Databricks? On a conclu un contrat cadre avec Databricks parce que c'est devenu l'endroit où se retrouvent mes data scientists, mes data architectes, mes data ingénieurs pour un meilleur partage de l'information. Et alors, en cette période de Covid, ça a été juste un prérequis qu'on n'avait pas imaginé aussi important, mais qui est devenu juste la chose à avoir, parce que j'ai pas eu de rupture de service chez moi. Mais toutes mes équipes projets ont pu continuer à travailler parce qu'elles avaient cet espace où elles se partageaient le code, les informations, et il n'y a pas eu de rupture de projet chez moi, grâce à ça. Et je voulais rebondir à ce que Philippe a évoqué des aspects problématiques de sécurité. Donc c'est vraiment... Alors je vais vous poser la question maintenant parce que j'allais y venir. Finalement, Philippe a déporté aussi ces questions de sécurité chez vous. Ouais. En préparant l'interview, vous m'avez donné le nombre de personnes qui travaillent sur la sécurité chez vous, ce qui est juste impensable dans n'importe quelle autre entreprise. On a 3500 experts sécurité et on traite 8 trillions, c'est-à-dire 8000 milliards de signaux potentiellement de vulnérabilité ou de menaces d'attaque en termes de cybersécurité par jour. Autant dire que Philippe ne pourrait jamais traiter cette masse-là. L'idée, c'est de bénéficier, en mutualisant les ressources, les forces d'un cloud provider, de bénéficier vraiment de toute cette intelligence et toute cette capacité de traitement pour être vraiment du coup tranquille d'un point de vue de la sécurité, ou en tout cas plus tranquille que sur si on a des workloads on-premise avec des systèmes legacy. Et bien entendu, on a le roadmap produit qui s'enrichit tous les mois, tous les ans. Qui évolue tout le temps. Jean-David, est-ce que finalement c'est plus facile de gérer ses budgets aussi, parce que c'est un point important quand on est sur le cloud? Alors, c'est une bonne question. Oui et non. Oui, parce que notamment quand on automatise et qu'on met en place tout ce qu'on pourrait appeler le FinOps pour les connaisseurs, on a une mesure vraiment temps réel de la consommation. Et donc quand on commence à avoir ces retours de consommation, après des mois, on peut faire évidemment du prédictif et on peut simuler de manière importante. Ce qui est plus compliqué pour accompagner un certain nombre de CDO, c'est le démarrage. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met comme hypothèse? Tu disais tout à l'heure, on avait 10 mégas, puis 10 gigas, puis 10 téras. On sait pas forcément ce qui va arriver. Ça, c'est le premier point. Et on ne sait pas forcément les cas d'usage. Parce que les cas d'usage, quand on va démarrer ce hub, ils vont aussi arriver. On sait très bien qu'on est sur des modes test and learn. On sait très bien qu'il va y avoir une partie d'un data lab qui va générer des cas d'usage. Et les cas d'usage, on ne les connaît pas. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on se dit, on ne va pas aller acheter de la machine on-premise, de l'appliance que je ne vais pas utiliser. Ça. Et donc, je saurai monitorer. On ne paye que ce qu'on consomme, finalement. Exactement. Et donc, en revanche, de dire à un CEO ou un CFO, voilà ce que ça va coûter à l'usage. Plus compliqué. Très compliqué. Donc, il faut évidemment partir sur des hypothèses, mais très souvent, ça va changer, et notamment les nouveaux projets, les nouveaux cas d'usage de croisement et d'ouverture. Pour en revenir en revanche sur les sujets, donc il y a les sujets évidemment de cybersécurité. Il y a la privacy également. Et voilà, il y a les sujets de privacy. Et ceux-là, il faut vraiment les prendre, en tout cas nous c'est ce qu'on recommande, les prendre très en amont. Pourquoi? Parce que collecter beaucoup de données et faire des cas d'usage, c'est un peu orthogonal, en tout cas sur les données personnelles, et notamment sur les sujets de consentement et de documentation des registres de traitement. On ne va pas être en lien. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais il faut intégrer très vite, et c'est ce qu'on recommande, les équipes DPO, regarder les traitements qui vont être faits, regarder aussi de manière importante, et ça peut être faite de manière plus facile sur le cloud, l'anonymisation et la pseudonymisation, que ce soit pour des données agrégées ou que ce soit pour des tiers, parce qu'on parlait d'ouverture et d'API, et finalement on le voit sur la fraude, on le voit sur la connaissance client, on le voit sur les scorings, on peut travailler avec des sociétés externes, on peut travailler avec des startups, et donc on peut utiliser des algorithmes d'anonymisation, de pseudonymisation qui permettent finalement de réduire. Et donc ces sujets de privacy by design dont on parlait tout à l'heure, de réduire finalement le nombre de personnes et l'endroit sur lequel les données non anonymisées sont stockées. Mais il faut les prendre vraiment très en amont parce que notre retour d'expérience, c'est que ça peut être structurant dans l'architecture du projet. Ouais. Voilà.
Pour terminer, Philippe, est-ce que justement ce passage sur le cloud vous a permis aussi d'aller vous connecter à des API, donner de la, ouvrir finalement, intégrer des applications, aller livrer de la donnée? Ah bah oui, parce que en fait, c'était aussi l'un des volets de ce passage sur le cloud, c'est d'aller chercher des données, alors de l'open data, parce que nous on en a extrêmement besoin, toutes les positions géographiques, les villes, etc., les routes, les voies ferrées, donc ça il fallait qu'on aille le chercher, et on a des partenaires avec lesquels on a envie de travailler, qui sont soit des fournisseurs de données sur le transport du bitume, sur les données, on va dire, de construction, et après on a des fournisseurs, on va travailler en liaison, maintenant on est en lien avec, dans une de nos applications, avec Total, j'allais vous citer le nom de l'application, où on échange des données de commandes de matières premières, et on va l'avoir aussi avec nos clients, parce que c'est quelque chose qui nous semble être inexorable et qui sera important, où il sera important d'être le premier, quoi. Jean-David, il nous reste à peine 2 minutes. Est-ce que vous avez d'autres cas d'usage dans d'autres secteurs d'activité, justement, de cette utilisation de données? Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on est lié dans le sujet plutôt B2C de data marketing et la disparition du cookie tiers et tous les sujets autour des cookies et des third parties, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre de gestion de campagne et de monétisation, on va beaucoup acheter de l'audience et on va beaucoup aller sur de la donnée third party. On voit aujourd'hui beaucoup finalement de réinternalisation, et il va falloir se positionner sur les 2 prochaines années sur l'enrichissement ou se compter uniquement sur la first party. Et donc finalement, travailler sur les données clients uniquement pour pouvoir, ou de plus en plus pour pouvoir faire ces campagnes, et les données, ça va surtout être les données, vos données des entreprises, versus travailler sur des campagnes et acheter des audiences. Ça veut dire qu'on voit de plus en plus en fait d'enrichissement de données de connaissances clients, qui était déjà le cas, mais avec une optique first party versus seconde third party. Et donc là, ça génère des projets sur lesquels il y a de la privacy, il y a des sujets techniques, finalement, avec des DMP, des SSP, de la tech. Et puis, il y a des sujets d'enrichissement. Donc, forcément, enrichir de la donnée first party, ça veut dire de l'open data, mais ça veut aussi dire rassembler des données de SI internes. Voilà. Donc, ça, on le voit beaucoup dans le monde du B2C, là. Et ces prochains mois, ça va continuer. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Toublanc. Je rappelle que vous êtes CDO de Colas. Merci également, Mathieu Brett, Data et Intelligence Artificielle IA, Product Marketing Manager chez Microsoft France. Merci également, Jean-David, partenaire chez PwC, pour ce retour d'expérience sur la data dans le cloud.